Bonjour à tous et bienvenue dans les matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre l'audition d'Isabelle Hudon. C'est l'ambassadrice du Canada en France. Elle était auditionnée le 5 février dernier par la Commission des Affaires étrangères et la Commission des Affaires économiques du Sénat. Le thème de cette audition, bien sûr, c'était le CETA, l'accord commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Face aux inquiétudes des sénateurs quant aux conséquences pour les agriculteurs français, l'ambassadrice a voulu rassurer sur cet accord. Elle a par ailleurs voulu mettre fin au Canada bashing, ses critiques sur les produits canadiens importés, en rappelant qu'il y avait des normes et qu'elles étaient respectées. Je vous propose de suivre cette audition et on se retrouve après. Merci d'avoir accepté cette rencontre qui vous est proposée par les présidents des trois commissions, Commission des affaires étrangères, de la défense, des forces armées, Commission des affaires économiques, Commission des affaires européennes, pour accueillir, et c'est un honneur et c'est un plaisir, pour accueillir Madame Isabelle Hudon, donc ambassadrice du Canada à Paris, qui a souhaité cette rencontre avec nos collègues pour évoquer un sujet très facile à évoquer, bien évidemment, puisqu'il ne s'agit que de l'approbation du CETA. Merci à vous donc de vous prêter, Madame l'ambassadrice, à cette rencontre, afin d'éclairer les réflexions de l'ensemble de nos collègues qui, à un jour qui sera déterminé par le gouvernement, et dont nous n'avons pas encore la date précise, aura évidemment à délibérer sur ce texte. Comme nous le savons tous, donc après son adoption par l'Assemblée nationale, où il a suscité quelques divisions, y compris au sein de la majorité, l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada va être donc examiné au Sénat, où la commission que j'ai l'honneur de présider est saisie au fond, et elle a du reste nommé d'ores et déjà son rapporteur, en la personne de notre excellent collègue Pascal Alizard, ici présent. Alors bien évidemment, l'importance de ce texte n'a échappé à personne. Nous devrons nous prononcer après avoir mûrement réfléchi, bien évidemment, sur ce sujet. La France, je le rappelle, n'est pas la dernière au sein de l'Union européenne à se prononcer, puisque 13 autres États membres, à ce jour, n'ont pas encore ratifié le traité. Dans plusieurs États membres, ce texte est aussi, je vous rassure, l'objet de débats particulièrement animés, notamment en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne. Le CETA, parmi ses avantages bien identifiés, ouvre des opportunités commerciales, notamment dans les secteurs industriels, aéronautiques, automobiles, pharmacie, dans un certain nombre d'autres secteurs alimentaires, les vins, les produits laitiers. Près de 10 000 entreprises françaises exportent d'ores et déjà vers le Canada, et pour nombre d'entre elles, ce chiffre d'exportation a cru très notablement. La mise en œuvre du CETA s'est d'ailleurs accompagnée d'une amélioration sensible de notre excédent commercial avec le Canada. Bien sûr, qu'en sera-t-il à long terme? Le CETA inquiète aussi, et nous devons le dire en toute objectivité, inquiète aussi un certain nombre d'autres professions et singulièrement au sein du monde agricole. Pour des questions de forme, puisque je rappelle que ce traité fait près de 2000 pages, ce qui ne facilite pas, à la vérité, sa compréhension par nos concitoyens. La filière élevage, je pense qu'on en entendra parler au cours de cette réunion, la filière élevage s'estime en particulier très directement menacée par l'ouverture aux importations de viande, alors qu'on lui impose par ailleurs, en France et en Europe, des normes environnementales et sanitaires de plus en plus exigeantes. Alors, Madame l'ambassadrice, bien évidemment, ce sont tous ces sujets que nous allons aborder. Est-ce que vous disposez d'éléments qui permettraient de rassurer cette filière d'élevage, non seulement quant aux effets du CETA dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme, car on nous cite souvent des chiffres qui sont des chiffres de point de départ, mais bien évidemment, on peut craindre que le développement du commerce n'aille pas dans l'intérêt de nos agriculteurs et singulièrement de nos éleveurs. Comment donc l'agriculture canadienne va-t-elle s'organiser pour tirer parti de l'ouverture du marché européen tout en respectant les règles? Que répondez-vous à ceux qui estiment que la viande canadienne serait soumise à des normes moins exigeantes que celles qui s'appliquent durement à la filière française? Merci. Enfin, il en est peu question, mais l'accord économique et commercial global est accompagné d'un accord de partenariat stratégique. À l'heure du Brexit et alors que les États-Unis sont de plus en plus imprévisibles, quelles sont, d'après vous,
Madame l'ambassadrice, les enjeux de la relation économique et de la relation stratégique entre, d'une part, l'Union européenne et le Canada. Inutile de vous dire que sur ces sujets prégnants, nous sommes très heureux de pouvoir vous entendre aujourd'hui et, après l'exposé liminaire que vous souhaitez faire, procéder à un échange de vues, comme c'est, vous le savez, la tradition au sein de nos commissions respectives. Je ne vous cache pas que la défiance à l'encontre du CETA est aussi le symptôme de grandes difficultés qui n'ont rien à voir avec notre perception du Canada. Et je veux réaffirmer ici solennellement devant vous que de la part de toutes celles et ceux qui sont ici, ce sont des liens de profonde amitié, de partage sur le plan culturel, sur le plan historique et à bien d'autres égards, et que cette relation franco-canadienne n'est absolument pas en cause. Et bien évidemment, le Canada reste un pays ami et un pays allié sur le plan géopolitique, pays en plus auquel nous relie cette merveilleuse francophonie pour une grande partie des provinces canadiennes, et ceci, bien évidemment, ne nous est pas insensible. Aujourd'hui, donc, nous initions une série d'auditions communes à nos 3 commissions. Et donc, je précise, avant de passer la parole à mes collègues successivement, Sophie Primas puis Jean Bizet, que cette audition est filmée et retransmise sur le site internet du Sénat, de telle sorte que tous les efforts de communication et de compréhension que nous allons faire aujourd'hui puissent être partagés par le plus grand nombre. Sophie, c'est à toi. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, merci de votre présence. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Mes chers collègues, je sais que cette audition est très attendue, donc je vais essayer de faire court. L'accord sur le CETA ouvre sans conteste, Madame l'ambassadrice, des opportunités économiques entre l'Union européenne et le Canada. Nous parlons beaucoup d'un secteur ici, et beaucoup singulièrement de l'agriculture, tout en oubliant que l'accord concerne l'industrie, concerne les services. Nous serions reconnaissants de nous préciser le contenu peut-être de cet accord pour le secteur industriel. Je pense notamment à l'automobile, au textile, aux cosmétiques, tant d'autres filières, mais aussi au secteur des services. Je suis sûre, Madame l'ambassadrice, que vous nous éclairerez sur ces points. Il est en effet essentiel que le législateur dispose de tous les éléments avant de prendre une décision. Il n'y a pas d'arbitrage politique qui, à court terme, fasse le bonheur de tout le monde. Il y aura toujours des gagnants, quelques perdants, et il convient de les identifier le plus en amont possible pour que notre décision collective soit éclairée. La difficulté, comme l'a dit le président Cambon, posée par cet accord de libre-échange est sans doute qu'il donne l'impression aux Français que les perdants sont toujours les mêmes, et singulièrement le secteur agricole et particulièrement le secteur de l'élevage bovin. Je le dis clairement, notre agriculture a le sentiment d'être toujours la variable d'ajustement, pas de cet accord, mais de tous les accords de libre-échange négociés au niveau européen. Ce sentiment explique en grande partie la contestation autour de cet accord. Et je ne crois pas qu'il soit lié, je le redis encore une fois, à l'accord lui-même, non plus qu'à la qualité de nos relations diplomatiques, commerciales et amicales avec ce grand pays qu'est le Canada, mais est dû au contexte global de l'agriculture et en particulier de nos politiques intérieures. Si à court terme les effets semblent mesurables sur les filières agricoles, nous n'avons aucune certitude et aucune garantie sur les effets à long terme de l'accord, et c'est tout l'enjeu de cette audition que vous puissiez détailler les garanties mises en œuvre dans le texte à l'heure actuelle. Je tenais également à recueillir votre avis sur la question délicate des contrôles. Le sentiment général en France est que les contrôles sur les importations des denrées alimentaires sont insuffisants et n'assurent pas une équivalence des normes de production, et j'insiste bien sur ce terme, les normes de production des produits alimentaires entre parties au traité. Dès lors, comment seront traités les contrôles aux importations, et pouvez-vous, Madame l'ambassadrice, garantir qu'un produit canadien respectera les normes de production qui sont imposées aux producteurs français? Je m'empresse de dire que je n'ai aucun doute sur la qualité des produits alimentaires canadiens, mais peut-être répondent-ils à des normes de production différentes des nôtres. À cet égard, j'aurais 2 questions extrêmement concrètes. Premièrement, certaines farines animales demeureront autorisées dans les exploitations bovines au Canada alors qu'elles seront interdites dans l'Union européenne. Pouvez-vous nous confirmer ce point? Deuxièmement, rien ne s'oppose dans le traité à ce que des substances actives interdites en Europe soient utilisées au Canada tant que la limite maximale de résidus de pesticides dans les produits importés est respectée.
Sur ce point, pouvez-vous nous confirmer que près de 40 substances actives non approuvées au niveau de l'Union européenne et autorisées au Canada pourront être utilisées par les agriculteurs canadiens demain? Je vous remercie beaucoup. Madame l'ambassadrice, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, permettez-moi à mon tour de me réjouir de votre présence ici, Madame l'ambassadrice, devant les sénateurs. Je vous remercie d'avoir accepté donc de venir vous exprimer devant nos 3 commissions aujourd'hui. Nous connaissons votre engagement en faveur du CETA, ce qui est bien normal, que vous avez décrit d'ailleurs comme un accord qui nous ressemble et qui nous assemble. Cette formule que vous avez employée dès mars 2018 est très belle, mais presque 2 ans plus tard, elle peut paraître étrange tant le CETA semble aujourd'hui diviser et susciter de réserves dans l'opinion publique, et en particulier dans certaines filières économiques évoquées par mes collègues Christian Cambon et Sophie Primas. En décembre dernier, vous vous êtes vous-même rendu dans la Creuse à la rencontre d'éleveurs de la filière viande bovine, la filière la plus crispée sur ce sujet. Je sais que vous avez pu le mesurer donc très directement. Pour l'essentiel de ces stipulations, le CETA est entré en vigueur de manière provisoire en septembre 2017. Nous avons donc maintenant la capacité d'analyser ses premiers effets. Dans le cadre du groupe sénatorial de suivi des négociations commerciales internationales, nous avons auditionné des responsables administratifs de la Commission européenne et de l'administration française. Ils nous ont globalement fait état de résultats favorables à l'Union européenne et à la France. Un discours positif qui a été confirmé début janvier par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne lors du dernier comité de suivi des négociations commerciales. Je souhaiterais donc connaître votre analyse sur cette première phase d'application provisoire du CETA, Madame l'ambassadrice. De quelle manière le Canada en a-t-il bénéficié jusqu'à présent et comment entend-il en bénéficier à l'avenir? En clair, est-ce qu'il y a des signaux faibles qui vous laissent espérer, si vous voulez, des évolutions dans certaines filières dans votre pays? Rencontrez-vous également de votre côté des difficultés avec certaines filières économiques qui se révéleraient plus hostiles aujourd'hui à cet accord? Je souhaiterais ensuite vous poser une question concernant la procédure de ratification de l'accord. Christian Cambon l'a rappelé, 14 États membres, dont la France, n'ont pas encore ratifié le CETA. Avez-vous des craintes que l'un des États membres bloque le processus? Dans cette hypothèse, quelle est votre analyse s'agissant des conséquences qui pourraient alors en être tirées? Enfin, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États est en cours de finalisation. Par rapport aux tribunaux d'arbitrage classiques, des garde-fous seront notamment apportés en instituant des mécanismes pour éviter les recours abusifs, en prévoyant un code de conduite pour les juges ou en instaurant un mécanisme d'appel. C'est au cœur des négociations ou des réflexions aujourd'hui à l'Organisation mondiale du commerce. Et surtout, point sensible politiquement, le comité mixte de ce CETA devrait approuver une décision réaffirmant le droit des États à adopter des réglementations qui poursuivent des objectifs légitimes de politique publique, et notamment concernant l'environnement. C'est ce qu'on a parfois appelé abusivement le veto climatique, qui permettrait aux parties de diffuser des notes d'interprétation contraignantes de l'accord et, si nécessaire, au comité mixte d'adopter des interprétations liant les tribunaux. Des craintes ont toutefois été exprimées par certaines associations concernant la volonté du Canada d'utiliser ces instruments. Je souhaiterais donc que vous puissiez nous apporter des précisions concernant l'approche du Canada sur ces sujets. En conclusion, je voudrais vous rappeler que je suis toujours ravi d'échanger avec vous sur ce sujet, comme ce fut d'ailleurs le cas avec votre prédécesseur, parce que le CETA, c'est une affaire qui date depuis 6 ou 7 années. Je n'ai jamais, je dirais, caché l'approche que j'ai de ce sujet, que ce soit ici ou ailleurs. Et je trouve que si nous ne pouvons pas conclure avec un pays qui nous ressemble tant, ça augure mal, si je puis dire, des accords de libre-échange dans notre pays. Je vous remercie.
Alors, juste un tout petit mot, Madame l'ambassadrice, avant de vous céder la parole, un petit mot d'organisation, puisque quand on travaille à 3 commissions, c'est toujours un peu plus compliqué que de travailler avec une seule. Donc après des négociations dignes des accords de Minsk, nous sommes convenus de la méthode suivante. Par groupe de 3, donc il y aura 3 sénateurs de la Commission des Affaires étrangères saisis au fond, puis 3 sénateurs de la sénateurs ou sénatrices bien sûr de la Commission des Affaires économiques, puis 3 de la Commission des Affaires européennes, puis l'ambassadrice répondra donc aux 9 orateurs, puis on reprendra des séries de 3, jusqu'à épuisement de l'ensemble de l'Assemblée et de l'ambassadrice peut-être, mais ça je vous fais confiance. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, chers amis du Canada. Il y a un peu plus de 2 ans, lorsque j'ai accepté de servir mon pays à la demande du Premier ministre du Canada, je m'étais fixé quelques objectifs prioritaires. Celui d'augmenter notre diplomatie économique et celui d'aller à la rencontre des Françaises et des Français sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, c'est donc avec un sentiment doublement prioritaire que je viens discuter avec vous, élus des territoires français, d'un enjeu économique et stratégique important pour nos 2 pays, le CETA. En 2 ans, j'ai fait une trentaine de déplacements hors de la région parisienne, à la rencontre de vos concitoyennes et concitoyens, de vos entreprises et des élus territoriaux. Partout, on m'a dit combien vrai on aimait le Canada. Partout, j'ai constaté que les Français connaissent et apprécient de plus en plus mon pays, soit parce qu'ils connaissent un des 150 000 citoyens français qui y vivent au Canada, soit parce qu'ils ont visité mon pays, ou soit parce qu'ils écoutent, regardent ou admirent nos artistes. Je suis très fière de l'amitié et de l'histoire qui lie nos peuples. Mais en 2 ans, mon constat va bien plus loin. Certes, la France aime le Canada. Et le Canada aime la France. Mais plus important, le Canada a besoin de la France et la France a tout aussi besoin du Canada. Nous vivons à une époque où les repères solides sont de plus en plus rares et par conséquent à une époque où ces repères sont de plus en plus nécessaires. Lorsque 57 Canadiens ont perdu la vie dans un avion abattu en plein vol en Iran, mon pays s'est tourné, entre autres, et tout naturellement, vers vous, vers la France, pour l'aider à faire toute la lumière sur cette douloureuse affaire. Lorsqu'il s'agit de s'appuyer mutuellement dans l'un des points chauds du monde, du Sahel aux pays baltes, le Canada et la France travaillent en étroite collaboration sur le terrain pour contrer les menaces. Les troupes canadiennes et françaises sont aussi pleinement engagées dans la campagne contre Daesh en Irak. À la table du G7, celle du G20, aux conférences sur le climat, à celle de la francophonie, au sein de l'OTAN et de l'OMC, et j'en passe, nos positions sont alignées sur les mêmes valeurs. Démocratie, droit de la personne, urgence climatique et respect du droit. Au cours des dernières années, le nombre de pays qui pensent, parlent et agissent comme nous a bien malheureusement diminué. Beaucoup de nos alliés traditionnels sont distraits. D'autres se questionnent sur l'importance de ces valeurs et je ne parle même pas de ceux qui y sont fondamentalement opposés. Au cours des prochains mois, vous devrez voter sur un traité avec le Canada. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous demande de garder à l'esprit que le Canada n'est pas n'importe quel pays. Je pourrais évoquer l'histoire, le passé, mais je veux plutôt fixer votre attention sur le présent et le futur. La France a des liens historiques riches avec le Canada, comme elle en a avec de multiples pays. La question est plutôt de savoir avec combien d'autres pays la France peut avoir un avenir immédiat aussi harmonieux et fructueux.
avec qui elle peut collaborer pour promouvoir nos valeurs communes dans un monde en changement. Avec le départ du Royaume-Uni, la France est dorénavant la seule nation fondatrice du Canada, membre de l'Union européenne. Notre relation stratégique devrait continuer à se renforcer. Le CETA est un accord qui a plusieurs pères et mères en France. Avant la mise en œuvre provisoire de l'accord, sous la présidence d'Emmanuel Macron, il y a eu d'abord Jacques Chirac. Il a conçu l'idée de cet accord avec les premiers ministres canadiens et québécois. Il y a eu Nicolas Sarkozy, qui a coprésidé le sommet Canada-Europe à l'automne 2008, ayant lancé les négociations. Il y a eu aussi François Hollande, qui a signé l'accord pour la France en octobre 2016. Et bientôt, sans doute, vous, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, à qui on demande de ratifier l'accord. Aujourd'hui, je pourrais vous parler de cet accord de façon théorique. Heureusement, je n'ai pas besoin de le faire. Suite à son approbation par le Parlement européen, le CETA est en application depuis plus de 2 ans. Je peux vous en parler sur la base de faits et de chiffres réels, non pas sur la base de projections, de craintes et de fantasmes, mais sur la base de ce qui se passe réellement dans vos régions et dans vos départements. Alors, allons-y. Après 2 ans d'application du CETA, les exportations françaises au Canada ont augmenté de 16 %. Les exportations de vin français ont augmenté de 11 % et ont repris, grâce au CETA, la première place des ventes au Canada, une place qu'elle avait perdue au profit des vins américains. Après 2 ans, les exportations françaises de fromage vers le Canada ont augmenté de 46 %. Ouais. Après 2 ans, les exportations françaises de cosmétiques, Madame la Présidente, ont augmenté de 17 % et également celles de textiles et d'habillement de 27 %. Après 2 ans, les exportations automobiles vers le Canada ont bondi de 260 %, Monsieur le Président. D'une base modeste, j'en conviens, puisque notre secteur automobile reste intégré à celui de l'Amérique du Nord. Mais pour ce secteur, c'est 300 millions d'euros d'exportation annuelle supplémentaire pour la France. Et après 2 ans, les investissements canadiens en France ont bondi de 71 %, avec un peu plus de 25 000 emplois en France. Les entreprises canadiennes sont déjà bien présentes au cœur du tissu économique de vos territoires. Le CETA leur offre la possibilité, plus que jamais, de faire de la France leur porte d'entrée vers l'Europe. Ces résultats se déclinent sur tout le territoire français. Prenons quelques départements et régions, et peut-être au hasard, Madame la Présidente et Messieurs les Présidents, mais parlons des Yvelines, le Val-de-Marne et la Normandie. Ça, il y a une intention, là. Ouais. Déclarée. Depuis la mise en œuvre, mais si je cite les chiffres pour Messieurs les Présidents et Madame la Présidente, je vous informe que vous recevrez tous et chacune une fiche avec les chiffres précis pour votre région et département. Ça vous fait plaisir, je l'entends. Voilà. Ils disent qu'ils l'ont déjà. Ah. C'est ça. Ça leur fait plaisir, j'entends. Bon service de com. Depuis la mise en œuvre du CETA, les exportations des Yvelines vers le Canada ont augmenté de 33 % et particulièrement dans l'agroalimentaire et de 26 % dans le secteur des transports et de l'aéronautique. Le Val-de-Marne fait tout aussi bien, avec une croissance de 22 % au total de ses exportations vers le Canada, dont 36 % dans l'agroalimentaire. Et le CETA pour la Normandie, c'est non seulement la protection de ces fromages emblématiques tels le camembert et le Livaro, mais aussi une croissance de 31 % des exportations de machinerie et d'équipements.
Le CETA n'est pas limité au commerce des marchandises. Il touche à toutes les facettes d'une relation économique moderne. Il libéralise le commerce des biens et services, vrai. Il ouvre de manière réciproque l'accès au marché public. Il réforme de fond en comble le règlement des différents investisseurs États. Il facilite la mobilité temporaire des gens d'affaires et des professionnels. Et il ouvre un grand nombre de chantiers de coopération sur des sujets aussi variés que la durabilité des produits forestiers et le commerce électronique. Le CETA fait tout cela et bien d'autres choses dans le respect des normes françaises, européennes et canadiennes, même, je dirais, surtout lorsque ces normes sont différentes. Pour le dire le plus clairement possible, le CETA n'empêche ni le Canada ni la France d'adopter les normes que Parlement et gouvernement jugent nécessaires pour protéger la santé publique, l'environnement, la diversité culturelle et les autres priorités de nos politiques publiques. Je sais que ce n'est pas ce que vous entendez sur le CETA, chacun et chacune d'entre vous. La presse nationale, la presse locale, les citoyens qui vous interpellent parlent plutôt d'envahissement des produits canadiens, de non-respect des normes européennes, de sacrifice des agriculteurs. J'entends tout cela aussi et aujourd'hui, je veux y répondre. Tout d'abord, le mythe de l'envahissement canadien. Vous avez et vous me poserez beaucoup de questions au sujet du bœuf canadien et j'y répondrai. J'aimerais cependant que vous gardiez en tête un chiffre et une image. Le chiffre d'abord, 0,001%. 0,001%. C'est la part de marché du Canada dans la viande bovine consommée en France après 2 ans du CETA. Ramené à des proportions humaines, cela veut dire que chaque Français a consommé en moyenne 0,2 grammes de bœuf canadien au cours de la dernière année. Ce qui m'amène à l'image. 0,2 grammes, c'est le 5e d'un Doliprane. Les Français consomment en moyenne le 5e d'un Doliprane de bœuf canadien par année. Et en fait, l'année dernière, les Français et les Françaises ont consommé 250 fois plus de Doliprane que de bœuf canadien. La consommation de l'un n'est pas liée à l'autre quand même. Bien sûr, certains me diront que si un envahissement canadien ne s'est pas produit jusqu'à maintenant, il pourrait se produire dans le futur, Madame la Présidente. Ne regardez pas comme ça. Non, mais je réponds à l'une de vos questions. Je veux porter à votre attention 2 autres faits pour mettre ces craintes en perspective. Sur 70 000 élevages bovins au Canada, il y a seulement quelques dizaines de fermes qui sont certifiées pour exporter vers l'Union européenne. Même s'il est probable que ce nombre augmente, il sera aussi freiné par le coût très significatif pour obtenir cette certification et par la compétition de la demande canadienne grandissante pour les produits bio. Deuxième élément important, le CETA ouvre au Canada un marché limité pour la viande bovine. Le quota total ouvert par le CETA équivaut à moins de 1% de toute la consommation européenne de bœuf, alors que dans le sens inverse, il n'y a aucune limite à la quantité de viande européenne et française qui peut être exportée vers le Canada. En fait, si l'an passé, la viande de 70 vaches canadiennes a été exportée en France, c'est la viande de 450 vaches françaises qui a été exportée vers le Canada.
Au-delà du bœuf, d'ailleurs, la balance commerciale agricole de la France avec le Canada est très largement excédentaire, et cela de 400 millions d'euros pour la France en 2019. Un des contributeurs à ce résultat, c'est votre secteur laitier. Avec 6 200 tonnes de fromage français exportés vers le Canada, ce sont des centaines de fermes laitières et de bergeries dans toute la France qui en profitent. J'entends et j'ose dire je vois, mais j'entends déjà certains qui me disent que 6 200 tonnes, c'est bien peu au regard de la quantité de fromage produite en France. Ce n'est pas ce que disent les éleveurs laitiers, particulièrement Jean-Charles Arnaud, producteur de comté dans le Jura, qui valorise le marché canadien à sa juste valeur. Si vous me le permettez la formule une seconde fois, c'est 6 200 tonnes de fromage équivaut à 55 millions d'euros d'exportation supplémentaires. Donc, les tonnes peuvent vous sembler minimes, mais les revenus en euros sont considérables. Je suis consciente que la situation économique est difficile pour beaucoup d'agriculteurs français. Des agricultrices et des agriculteurs français me l'ont dit lorsque je suis allée à leur rencontre dans vos territoires. Ce que je leur ai dit et ce que je vous répète, c'est que les faits le montrent. Le CETA ne contribue pas à leurs problèmes. Si le CETA disparaissait demain, l'agriculture française ne s'en porterait pas mieux. Aucun agriculteur, aucune agricultrice ne verrait sa situation économique s'améliorer. Au contraire, la France accéderait plus difficilement à un marché porteur pour ses vins, ses fromages, ses charcuteries et autres spécialités qui font votre fierté. Je suis sûre que nous y reviendrons, mais je voudrais conclure sur le sujet de l'agriculture par une demande personnelle en tant qu'ambassadrice du Canada. Au cours de la dernière année, et particulièrement lors du débat sur le CETA l'été dernier, j'ai entendu des propos franchement choquants sur le Canada et son agriculture, comme si nos fermiers produisaient sans normes une nourriture dangereuse et de piètre qualité. Le terme français pour ce que j'ai entendu est presque le agribashing ou voire le Canada bashing. Je sais qu'avec certains d'entre vous, nous nous entendrons pour ne pas s'entendre. Mais je vous demanderai de considérer que les agriculteurs canadiens, tout autant que les agriculteurs français, méritent notre respect. Nos agriculteurs font face aux mêmes pressions que les vôtres, des normes toujours plus strictes et des exigences des consommateurs toujours plus élevées. Je ne crois pas qu'il soit utile de dénigrer les uns pour valoriser les autres. Au sujet des normes, d'ailleurs, je voudrais évoquer un autre sujet, l'environnement. Pour parler de façon concrète, le CETA n'amènera ni la France ni le Canada à réduire ses normes environnementales. En fait, le CETA demande à l'Europe et au Canada une amélioration continue de leurs normes environnementales et le respect de leurs engagements internationaux, dont l'accord de Paris. Le CETA ne permettra pas non plus aux industriels de se soustraire à leurs obligations environnementales. Au contraire, le CETA protège le droit de réguler des États. Il protège le principe de précaution. Mon pays s'est engagé fermement dans la transition vers une économie bas carbone. Le gouvernement et le Parlement canadien ont mis en place un prix du carbone à travers tout le pays. Le Canada a pris des engagements ambitieux de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 et s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En avril 2018, le Canada et la France ont signé un partenariat pour le climat et l'environnement. Nous avons uni
nos efforts en vue de promouvoir une mise en œuvre rapide de l'accord de Paris et apporter une réponse coordonnée à l'enjeu que représentent les changements climatiques. On accuse souvent le CETA de ne pas mentionner l'accord de Paris et on l'accuse donc de le violer. Il y a un problème logique et je dirais même chronologique avec cette accusation. Le CETA a été négocié avant l'accord de Paris. Mais lors de la signature du CETA en octobre 2016, mon premier ministre, votre président et l'ensemble des dirigeants de l'Union européenne se sont engagés à nouveau au respect de l'accord de Paris. On me demande souvent ce que le Canada gagne au CETA s'il est si favorable à la France, notamment au plan de la balance commerciale. La première réponse, c'est que le CETA, pour le Canada, ne se limite pas à la France. Pour nous, Canadiens, avec une population de 37 millions, le CETA, c'est un marché de 500 millions de consommateurs sophistiqués pour nos différents produits et services. La seconde, c'est que l'histoire récente du Canada nous indique que nous avons tout à gagner au CETA. Il y a une trentaine d'années, vers la fin des années 80, le Canada a vécu un débat intense au sujet de l'accord du libre-échange avec les États-Unis. Un débat pas si différent de celui sur le CETA en France, mais vous en conviendrez, à une toute autre échelle. Aujourd'hui, peu de Canadiens remettent en cause le bien-fondé des accords économiques et commerciaux, mais beaucoup s'inquiètent d'une hyperdépendance au marché américain. 3/4 des exportations canadiennes vont vers notre voisin du Sud. Le CETA fait partie d'une stratégie de diversification des marchés pour le Canada qui vise également plusieurs pays d'Asie et d'autres économies mondiales majeures. Avec le CETA, le Canada tend la main à l'Europe et à la France. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je me présente à vous, bien sûr, avec l'humilité et le respect dû à la représentation nationale d'un pays qui exerce pleinement et librement sa souveraineté. Vous voterez en votre âme et conscience sur le CETA. Mais permettez-moi cependant de formuler un souhait. Le Canada, ami, allié, partenaire stratégique sur la scène internationale, peut légitimement aspirer et espérer qu'à l'heure des débats, les faits l'emportent sur les contre-vérités, la raison sur la désinformation, la réalité du Canada sur les fantasmes sanitaires et environnementaux. J'ai à cœur que mon pays vous apparaisse tel qu'il est. Je ne veux pas en laisser dresser un portrait faussé au service de certaines postures politiques. Je ne veux plus voir mon pays abîmé, injustement taxé des pires maux sanitaires et environnementaux. Voilà aussi pourquoi je suis aujourd'hui devant vous. Le Sénat, je le sais, est la Chambre des collectivités territoriales. Contrairement à ce que j'entends dire parfois, il n'y a pas d'un côté les gagnants du CETA et de l'autre les territoires ruraux qui en seraient les perdants. J'ai fait plus de 30 déplacements dans vos communes, vos départements et vos régions. J'ai vu des entreprises canadiennes qui investissent en France et créent partout des emplois. En territoire urbain, comme CGI dans vos capitales régionales, en territoire rural où l'investissement canadien modernise vos outils industriels et maintient des emplois là où ils sont si précieux, comme dans l'Indre avec l'équipementier automobile Montupet. J'ai vu des entreprises françaises qui investissent et s'implantent avec succès au Canada, comme les Bretons de Diana Food, comme Decathlon, comme Sanofi, comme de Richebourg et tant d'autres. J'ai vu des coopérations entre entreprises canadiennes et françaises sur l'environnement, l'innovation, l'intelligence artificielle et la recherche. Et j'ai vu partout des coopérations fructueuses qui tirent nos économies et vos territoires vers le haut. J'ai vu des territoires agricoles et d'élevage bovin, comme en Creuse où j'étais en décembre.
J'y ai rapidement entendu, derrière les inquiétudes d'un CETA transformé en bouc émissaire, l'évidence que les vraies solutions relevaient de la politique intérieure et européenne. J'ai vu dans ces territoires les marges de développement considérables que vous offre partout votre potentiel agroalimentaire. J'ai vu aussi des territoires ruraux toujours émus au souvenir des alliés canadiens tombés pour la France et la liberté dans les Hauts-de-France, en Normandie. Le Sénat, Chambre des territoires, revendique aussi une sagesse qui lui permet de trier le bon grain de l'ivraie. Je le souhaite, vous procéderez ainsi avec le CETA. Dans votre sagesse, vous donnerez alors tort à celles et ceux qui affirment que les intérêts des Français sont incompatibles avec leur amitié de longue date pour le Canada. Dans votre sagesse, à l'heure du vote, vous vous demanderez, avec mon premier ministre, Justin Trudeau, quand il s'exprimait en avril 2018 devant vos collègues députés, et si ce n'est avec le Canada, avec qui? Oui, avec qui la France pourrait-elle ratifier un accord de commerce progressiste si elle ne le fait pas avec le Canada? Dans votre sagesse, à l'heure du vote, vous vous souviendrez de vos amis, alliés, partenaires canadiens et canadiennes et des intérêts de votre magnifique pays. Je vous remercie. Merci Madame l'ambassadrice pour cet exposé à la fois passionnant et passionné et qui vous a permis de rappeler les enjeux et bien évidemment de présenter à la fois pour le Canada et pour la France les intérêts qu'il pouvait y avoir à la ratification de ce traité, sans méconnaître non plus, et vous l'avez fait avec la plus grande objectivité, les craintes que l'application de cet accord peut susciter parmi nos collègues. Avant que la discussion démarre, je puis au moins vous assurer d'une chose, c'est que le ton n'est jamais au Sénat celui de l'invective, et qu'encore une fois, il était de bon ton de rappeler les liens profonds, historiques et actuels qui nous unissent au Canada. Et si parfois les expressions peuvent être sur le terrain un peu plus vives que ce que nous souhaiterions, c'est simplement que chaque sénatrice et chaque sénateur exprime ici les inquiétudes de son propre territoire à un moment où, nous le savons bien aussi, l'agriculture française connaît une crise qui n'est absolument pas liée à l'application du CETA, mais qui crée un contexte d'inquiétude certainement aggravée et dont vous avez eu la gentillesse et la courtoisie de tenir compte. Mais nous essayons justement, et cette réunion y contribue, ainsi que les différentes rencontres que vous avez souhaité organiser avec tel ou tel d'entre nous, ces réunions d'information permettent effectivement à chacun de mesurer tous les éléments d'une telle coopération. Alors, nous allons donc maintenant ouvrir la part du débat. Et donc, au titre de la Commission des Affaires étrangères, je vais donner la parole à son rapporteur, Pascal Alizard. Bien, Monsieur le Président, merci. Madame l'ambassadrice, je voudrais associer mes remerciements à ceux des présidents-présidentes d'avoir accepté le principe de cette rencontre et saluer les propos que vous venez de tenir il y a quelques instants. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur les enjeux du CETA et vous avez parlé des exportations d'un certain nombre de départements et régions de France. Je voudrais quand même vous rappeler, pas sous forme de boutade, c'est très sérieux, que les exportations venues de la Normandie et notamment du Calvados, c'est pas nouveau puisque Samuel de Champlain, fondateur de la ville du Québec, est parti de Honfleur, port du Calvados, ce qui fait d'ailleurs que la France est un des fondateurs du Canada. Voilà, ça c'était un petit point d'histoire. Un peu plus sérieusement, rappeler aussi comme préalable, mais le président et les trois présidents l'ont rappelé, que les difficultés que nous connaissons actuellement sur le CETA ne viennent absolument pas du Canada, mais de la crise de l'élevage français. L'amalgame aussi entre le CETA et d'autres traités négociés par la Commission européenne avec le Mercosur, mais aussi avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est aussi un autre facteur de confusion. Alors j'aurais, Madame
En ce qui me concerne, 3 questions. La première, je dirais qu'elle est une question de bon sens. Pourriez-vous revenir sur les raisons qui ont conduit le Canada à négocier un quota de 65 000 tonnes de bœuf? Vous l'avez dit, et je vais le redire à ma façon, ce quota en fait a très peu d'intérêt à ce jour pour les éleveurs canadiens et seules 1350 tonnes ont été effectivement importées par l'Union européenne en 2018. Si vous le permettez, je vous dirais que j'ai vérifié ce calcul après avoir pris un Doliprane. Souvent situés dans l'Ouest canadien, les éleveurs préfèrent, vos éleveurs en l'occurrence, préfèrent se tourner, me semble-t-il, vers le marché asiatique où la demande explose et peut-être où les contraintes sont moindres que sur le marché français. Alors pourquoi avoir fragilisé l'ensemble du traité pour un quota qui finalement semble n'avoir qu'assez peu d'intérêt pour le Canada? C'est ma première question. La seconde question, pourriez-vous nous expliquer un peu plus dans le détail comment le respect des normes sanitaires et environnementales imposées à l'entrée sur le marché européen sera garanti par les autorités canadiennes? Il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas une réponse satisfaisante. Qui contrôle la filière et quelle est la nature de ces contrôles? Comment leur effectivité est-elle garantie? Peut-être, si vous pouvez nous dire un mot du secteur laitier aussi, vous avez expliqué l'inversion des flux, si je puis dire, et comment le Canada va-t-il se protéger sur ce point? Votre expérience pourrait peut-être d'ailleurs être une source de réflexion pour notre gouvernement. Et enfin, le Canada n'aura-t-il pas la tentation de remettre en cause les règles européennes imposées à nos agriculteurs en contestant par exemple le principe de précaution dans le cadre de recours après la ratification du CETA? Ma question pose en fait sur le mode de régulation et de suivi de cet accord avec ces fameuses cours d'arbitrage. Voilà, madame, mes 3 questions. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Pascal. Alors, je n'ai qu'un deuxième orateur inscrit pour ma commission, c'est Olivier Cadic. Puis après, vous pouvez vous inscrire auprès de vos présidents si vous avez des... Voilà, ça y est. D'accord. Alors, Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, tout d'abord, merci pour tous les éléments factuels, positifs que vous avez partagés avec nous. Le débat du CETA ici n'est pas nouveau puisque le 11 octobre 2016, là où vous vous tenez, exactement, le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl, s'était rendu ici et avait répondu déjà à nos questions sur le CETA. Mais ça, c'était avant l'élection présidentielle et beaucoup d'avis depuis ont évolué. C'est assez intéressant. Je suis très gêné personnellement que le débat sur le CETA soit depuis lors monopolisé par la filière de l'élevage, comme si notre économie devait se résumer à des têtes de bétail. Après le plombier polonais, on nous rebat actuellement effectivement les oreilles du bœuf canadien. Le CETA, vous l'avez compris, devient le bouc émissaire du malaise que vit notre monde agricole. À titre personnel, j'en suis désolé car les Français aiment profondément votre pays. À la faveur de mes déplacements au Canada, en qualité de sénateur des Français de l'étranger, j'ai observé que si la France du CAC 40 est évidemment représentée à travers ses filiales dans tous les secteurs, Montréal, par exemple, attire également des PME françaises qui souhaitent à terme intégrer le marché nord-américain. Lors de mes échanges à Montréal et Toronto, les entrepreneurs français ont mis en avant la facilité de créer une entreprise, la fiscalité attractive et des procédures administratives légères. Mais par-delà les facilités offertes et le climat entrepreneurial, nos entrepreneurs décrivent une aube nouvelle qui se lève sur les relations franco-canadiennes grâce à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Je veux mentionner le président des conseils du commerce extérieur à Toronto qui me décrivait la course d'obstacles pour obtenir une homologation pour ses produits dans les cosmétiques sur le marché canadien. Le CETA permet de fluidifier ce processus. Il déclare qu'il va surtout faciliter la vie des PME et des ETI. Je veux dire ici que les représentants de nos entreprises implantées au Canada sont unanimement en faveur de cet accord. Et j'espère que nous les entendrons aussi. L'un des volets les plus prometteurs du traité de libre-échange concerne les marchés publics. Pour la toute première fois, les Canadiens ouvrent leurs marchés publics, municipal, provincial, fédéral, aux fournisseurs européens. Pouvez-vous nous indiquer, Madame l'ambassadrice, ce montant en valeur ou en pourcentage du PIB? Je vous remercie. Présidente, c'est à vous.
Merci. Est-ce que j'ai le droit à une place supplémentaire, Monsieur Cambon? Je peux louer la 3e place de ma commission. D'accord. Alors, nous entendrons Laurent Duplon, ensuite Évelyne Renaud-Garabédian et ensuite Martial Bourquin. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Madame l'Ambassadrice. Je voudrais vraiment, au début de mon propos, vous rappeler toute l'amitié que je peux porter au peuple canadien et au Canada. Et hors de moi, l'idée de vouloir critiquer ni le Canada, ni les agriculteurs canadiens. J'ai beaucoup trop de passion pour ce métier et je le vis tellement avec cette même passion que je comprends que ce que peuvent vivre les agriculteurs français ne peut être que vécu par les agriculteurs canadiens comme plutôt un défaut, dans la stigmatisation et la critique perpétuelle. Après, j'ai essayé de me poser une question toute simple et j'ai trouvé dans la philosophie le principe de la définition du doute cartésien, celui qui permet de purifier le jugement. Et suite au déjeuner que nous avons eu avec vous, petit déjeuner, je suis contre le principe où on puisse dire que l'agriculture ne serait pas productiviste ou productive, et contre un système qui aboutirait à ce que la France soit dans une logique de démondialisation. Et pourtant, par rapport au CETA, la purification de mon esprit fait qu'aujourd'hui, je me dis que le problème n'est pas canadien. Le problème n'est pas le CETA. Le problème, il est français et franco-français. Et le problème franco-français, il se décline, à mon sens, en 3 points, qui est résumé par un mot. C'est le paradoxe total de notre société. Les agriculteurs, c'est le premier point, ne peuvent pas comprendre le CETA. Ils ne peuvent plus le comprendre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on leur met sans cesse des boulets aux pieds, on leur explique qu'il faut être plus pur, meilleur, plus vertueux, et on leur dit qu'on va les concurrencer avec des modèles qui ne sont pas les leurs. On stigmatise sans cesse l'agriculture française, alors qu'on a un modèle qui est plutôt favorable sur la totalité du territoire français, qui est plutôt lié à une agriculture familiale, et de l'autre côté, on leur propose d'être concurrencés par des produits qui viennent d'ailleurs. L'article 40 de la loi Egalim prend ces éléments-là. On leur dit que dans la loi Egalim, il y a un article qui devrait les protéger sur les importations qui ne correspond pas à nos normes, et on fait l'inverse de l'autre côté. On surtranspose sans cesse les règles. Le glyphosate est l'exemple typique. Au Canada, vous utilisez le glyphosate, en France, on l'interdit. On ne laisse même pas la possibilité d'en rediscuter, on l'interdit directement. Il y a en plus derrière, pour tous les agriculteurs, derrière le CETA, l'image d'un autre mot qui n'existait pas auparavant, celui du Mercosur. Et on se dit, est-ce que si le CETA n'est pas acté, est-ce que ce n'est pas la porte encore un peu plus ouverte au Mercosur? Le deuxième élément, pour moi, c'est la problématique sociétale. Et elle est de 2 ordres. Le premier, réellement, c'est la façon dont on aborde ces accords de libre-échange. Comment, pour un Français qui ne connaît pas les subterfuges de ces contrats, comprendre que le CETA s'applique depuis le 21 septembre 2017, alors qu'il n'a jamais été ratifié par le Parlement français, et qu'aujourd'hui, on lance ce débat-là. C'est antidémocratique, ça ne correspond pas à ce qu'il voudrait en termes de confiance et de lisibilité dans les choix, et pourtant c'est la réalité. Le Français sait aussi que si le Sénat ne ratifie pas le CETA, il continuera de perdurer. Donc il y a aussi là une vraie incompréhension sociétale. De plus, l'Assemblée nationale l'a validé. Et je pense, Madame l'ambassadrice, je vous l'ai dit l'autre jour, que le gouvernement ne demandera pas au Sénat, parce qu'avec une certaine habitude à bafouer le Sénat, ne demandera pas au Sénat de ratifier le CETA. Et puis enfin, le troisième point, il est politique, et je terminerai là-dessus, Madame la Présidente. Il est politique, pourquoi? Parce que moi, ce qui compte dans mon rôle de sénateur, c'est aussi de mettre la majorité actuelle devant ces contradictions et de mettre la majorité actuelle qui a validé le CETA à l'Assemblée nationale devant les contradictions qui nous racontent tous les jours
sur le changement de modèle français de l'agriculture, sur la localisation de l'alimentation, où on voudrait toujours laver plus blanc que blanc en France et nous proposer un accord qui vient de l'autre bout de l'Atlantique. Donc je vous le dis, je voterai contre le CETA, pas contre les Canadiens, pas contre l'agriculture canadienne, mais pour toutes ces raisons-là. Parce que je pense que la problématique de la France, c'est une problématique française. Et qu'en votant contre le CETA, on remet en face, devant le miroir, nos problèmes et notre incapacité française à être plus objectifs et à regarder les choses avec beaucoup plus de fraternité. Merci Laurent. Évelyne Renaud-Garabédian, ensuite Martial Bourquin. Merci Madame la Présidente. Madame l'ambassadrice, je souhaiterais vous interroger sur un sujet qui peut paraître moins grave, mais dont les implications sont tout aussi importantes pour nos concitoyens. Je suis sénateur des Français de l'étranger et à ce titre particulièrement attentive à leur mobilité et aux freins qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur expatriation. À l'heure actuelle, plusieurs professeurs réglementés ne peuvent pas exercer leur profession au Canada. Pour les ingénieurs, des architectes, des comptables, des vétérinaires, parce que français et européens, parce que leurs qualifications ne sont pas reconnues au Canada. À l'inverse, et de la même manière, les Canadiens de ces professions réglementées ne peuvent pas exercer dans l'Union européenne parce que leurs qualifications ne sont pas reconnues. Un accord a été signé sur ces différentes professions, mais qui n'a pas été mis en œuvre, en dehors de la profession d'avocat. Pouvez-vous nous indiquer, Madame l'ambassadrice, si ces accords, où en sont l'application de ces accords quant à la reconnaissance mutuelle de ces qualifications, appelées ARM, pour ces différentes professions réglementées? Merci. Merci beaucoup Évelyne. Martial Bourquin. Madame l'ambassadrice, je voudrais que vous acceptiez l'idée que nous aimons le Canada. Et si il nous arrivait de voter contre le CETA, ne pensez pas un seul instant que c'est contre le Canada. J'ai mis en place, personnellement, une action avec les Laurentides, où toutes les entreprises de la filière bois, pendant 5 ans, ont fait un travail remarquable pour justement avoir les liens les plus étroits avec nos amis canadiens. Ces chefs d'entreprise, encore aujourd'hui, ont des liens extrêmement étroits. Il n'y a pas besoin de signer un CETA pour avoir de coopération extrêmement forte. Et je crois que notre région est bien placée pour dire qu'elle est l'exemple même que sans CETA, on peut arriver à des résultats exceptionnels. Le vrai problème, Madame l'ambassadrice, c'est que ce n'est pas une question d'amitié ou pas avec le Canada. Notre problème à nous, c'est que le CETA est un accord du XXe siècle et pas du XXIe siècle. Ce traité, vous avez eu le rapport Schubert qui parlait de ce traité, qui disait, c'est un traité de libre-échange qui disait qu'il comporte 96 fois le mot concurrence, 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot biodiversité. On sait très bien que des grands groupes français, européens, peuvent bénéficier. L'agriculture paysanne peut déguster très fort avec ce traité. Et donc, on a aujourd'hui, avec le défi climatique, des raisons de penser que ce traité a vieilli. Ce n'est pas le pire des traités. Quand on a vu l'ensemble des retraités, en plus des traités, excusez-moi, on a un grand débat sur les retraites. Hein. On a un grand débat sur les retraites. On a un grand débat sur les retraites. Ce n'est pas le pire des traités. Et franchement, y compris, il y a eu des efforts de fait. On a parlé tout à l'heure des travaux mis en place pour justement, notamment sur les tribunaux d'arbitrage, pour éviter ce que les autres traités ont fait. Simplement, ça a vieilli. C'est fini. La planète est en train de brûler. Et on ne va pas acheter notre steak au Canada. Il y en a ici des agriculteurs qui n'arrivent pas à vendre leur viande. Et on ne travaillera plus comme ça. Si nous continuons comme ça, nous allons dans le mur.
notre planète, on n'assurera pas l'avenir des générations futures. Et c'est pour ça que, même avec du Doliprane, j'aurais du mal à voter le CETA. Ce n'est pas possible pour moi. Et je vous le dis tout de suite, c'est que nous pensons qu'il y a un débat entre nos deux pays. J'y suis allé régulièrement sur les sables bitumineux, sur des tas de questions comme celle-là où il y a des divergences extrêmement profondes. Mais pour autant, est-ce que c'est à dire qu'on n'aime pas les Canadiens et qu'on n'aime pas... Bien au contraire, on a une proximité avec le Canada qui est extraordinaire. Par contre, on ne rendrait pas service à nos deux peuples en votant le CETA. Alors pour le moment, moi je n'ai que deux en portefeuille. J'ai Michel Raison et Jean-Yves Lecomte. Michel Raison. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, je voudrais déjà vous féliciter sur la haute qualité de votre intervention, tant sur le plan pédagogique que le plan passionnel, et y compris le plan humain. On a senti même par moments une certaine émotion dans votre intervention. Alors la première question, est-ce que vous avez exercé vos qualités pédagogiques en face de grandes organisations agricoles françaises? Je pense particulièrement, puisque c'est elle qui fait le plus gros lobbying contre le CETA, la Fédération nationale bovine. Vous avez bien compris, au travers de quelques interventions, pas de la dernière, mais qu'on était dans l'irrationnel. Mais que c'était irrationnel, et je rejoins mon collègue Duplon à quelques explications plausibles. C'est-à-dire qu'en effet, on demande en permanence aux agriculteurs français, en particulier, ça a été dans la dernière loi Egalim, on n'en parle pas beaucoup, la deuxième partie de la loi Egalim, un certain nombre de choses qui sont en complète contradiction avec les accords du CETA. Une question sur vos élevages certifiés. Vous aviez eu la gentillesse d'ailleurs de me répondre par courrier, mais j'ai besoin de quelques compléments d'information. D'après vous, quelles sont les principales différences de normes utilisées par les agriculteurs canadiens qui ont fait certifier ces exploitations et qui sont en train d'en certifier d'autres, parce que on parle beaucoup quand même du tonnage actuel, mais j'ose espérer pour les Canadiens qui ont signé cet accord qu'il vise quand même un développement du nombre d'exploitations certifiées. Je sais en particulier qu'il y a les farines de viande. Est-ce qu'il y a d'autres? Je ne remets pas en cause d'ailleurs l'utilisation des protéines animales d'une certaine façon, mais le débat n'est pas là. On demande aux agriculteurs français et européens de faire un certain nombre de choses, et donc forcément ça provoque une incompréhension assez forte qui est autant psychologique que technique. Et est-ce que vous pouvez nous dire, alors on a une note nous, mais votre vision à vous, côté canadien, quelle serait l'incidence d'un non-vote du Sénat, et là je rejoins aussi mon collègue Duplon, du non-vote au Sénat. Alors soit on ne le soumet pas au vote, le traité, soit on vote contre. C'est deux hypothèses. Ça changerait quoi, en finale, dans les accords du CETA? Alors, l'analyse juridique en est assez complexe apparemment, puisque c'est jamais une science exacte, en particulier ce type de droit international européen. Mais votre propre analyse à vous, quelle est-elle? Et même si, d'ailleurs, il y avait des batailles juridiques, je pense que ça durerait suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de certifier encore un certain nombre d'exploitations au Canada. Alors, et je vais répondre à vous faire une promesse aussi, parce que Dieu sait, puisque je vous avais dit l'autre jour, j'ai failli être paysan canadien, comptez sur moi pour défendre nos collègues agriculteurs canadiens qui fonctionnent comme nous et qui sont aussi bien que les agriculteurs français. Merci. Jean-Yves Lecomte, puis Didier Marie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice. D'ailleurs, un peu dans la lignée de la conclusion de notre collègue Michel Raison, quand je vous entendais tout à l'heure, après avoir tenu à Ottawa une réunion avec les producteurs laitiers du Canada
et avoir entendu tout le mal qu'ils pensaient du CETA et toute la peur qu'ils avaient du CETA compte tenu de leur système de fonctionnement, je me disais que finalement, des deux côtés de l'Atlantique, il y avait les mêmes craintes et les mêmes peurs compte tenu de décalage qu'il pouvait y avoir dans le fonctionnement. Donc c'est vrai qu'il y a aussi au Canada des gens qui ont peur du CETA et savent que ça peut, compte tenu d'un certain nombre d'organisations, poser des difficultés. Donc il n'y a pas que nous, et donc c'est bien de pouvoir en discuter. Moi j'avais plusieurs questions ou remarques. La première, un peu dans la foulée de ce que disait Madame Garabédian sur les reconnaissances de diplômes, dans la mesure où finalement on établit la liberté de circulation des biens, mais la liberté de circulation des biens doit pouvoir aussi s'accompagner de la liberté de circulation des personnes et des compétences. Que ce qui a été mis en œuvre dans le CETA, ce sont les compétences qui étaient de l'ordre de l'Union européenne. Les autres, on attend la ratification des traités. Par conséquent, sur un certain nombre de domaines, les choses ne sont pas encore mises en œuvre. Mais est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui, dans le chapitre 11 du CETA, sur les reconnaissances de diplômes, pourront améliorer la situation actuelle, ou s'il ne faut pas en attendre grand-chose, compte tenu des difficultés que nous avons déjà en termes de reconnaissance des diplômes entre la France et le Canada. La deuxième chose, sur les marchés publics. Là aussi, je voudrais dire à certains de mes collègues qu'aujourd'hui, on est totalement asymétrique, parce que nous sommes déjà totalement ouverts, et que le CETA ne permettra que de mettre au même niveau les entreprises européennes et les entreprises canadiennes. Donc il faut aussi avoir ceci en tête. Mais Madame l'ambassadrice, deux sujets quand même qui méritent, compte tenu de l'évolution des choses depuis que ça a été négocié. D'une part, la manière dont le Canada envisage sa relation avec la Grande-Bretagne, parce que c'est important. Grande-Bretagne, on ne sait pas quelle relation elle aura avec l'Union européenne, mais comment vous envisagez cette relation, parce que les choses doivent être équilibrées. Et d'autre part, bien entendu, notre perception de l'évolution de la planète, des exigences que nous avons en termes d'émissions carbone à faire, oblige à constater que toute notre organisation n'est pas adaptée à la réduction des émissions qui sont nécessaires. Et donc, de ce point de vue-là, il est évident que les marchés carbone n'étaient pas prévus au départ de la négociation du CETA. Mais comment est-il possible de mettre en commun entre l'Union européenne et le Canada un marché carbone unique et quelle est votre position, la position de votre pays, sur le mécanisme de compensation carbone aux frontières? Didier Marie. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, nous sommes ici pour nous parler en toute franchise et en toute transparence. Et je pense qu'il est utile de rappeler qu'il y a en France, comme dans la plupart des pays européens, une véritable crise de confiance à l'égard des accords commerciaux et que ceci, que ce soit avec le Canada ou avec d'autres pays dans lesquels l'Union européenne s'est engagée, une forme d'obsolescence au regard du réchauffement climatique, de la crise environnementale, qui effectivement n'a pas été prise à son juste niveau dans l'ensemble de ces accords. Deuxième remarque, mais là c'est très franco-français, il nous paraît totalement anormal qu'un accord puisse être appliqué sans avoir été ratifié, et anormal qu'il n'y ait toujours pas de date ici au Sénat. Vous n'y êtes pour rien, mais sachez que tout cela crispe aussi la situation. Je voudrais vous dire que, au regard de ces remarques, nous pensons qu'il est aujourd'hui nécessaire de définir une nouvelle doctrine du commerce international, que cette nouvelle doctrine puisse prendre en considération la situation de la planète et mettre parmi les premières mesures à mettre en œuvre, toutes celles qui concernent la lutte contre le réchauffement climatique et qui reprennent les accords de Paris et de la COP21. Par ailleurs, si il y a défiance à l'égard de ces accords et en particulier à l'égard du CETA, c'est parce qu'ils se sont construits à l'origine dans la plus grande opacité et qu'il faudra à l'avenir envisager beaucoup plus de transparence. Sur des choses beaucoup plus concrètes et les principales préoccupations que nous pouvons soulever à l'égard du CETA.
Mes collègues ont évoqué les questions agricoles, j'y reviendrai un instant. Sur les farines animales, lors de l'examen de l'accord à l'Assemblée nationale en juillet dernier, la question a porté sur effectivement ces importations de viande qui pourraient être issues de bovins nourris aux farines animales. Sont-elles bien interdites? Or, dans la discussion, le ministère de l'Agriculture a reconnu que ni la réglementation européenne ni le texte de l'accord ne le permettaient. Et les autorités canadiennes ont reconnu le 19 juillet dernier que, malgré une interdiction de principe, la législation canadienne autorisait l'utilisation de certaines protéines comme les farines de sang et la gélatine. J'aimerais que vous puissiez nous donner des précisions sur ce sujet. De la même façon, sur les antibiotiques, pour l'heure, il n'y a ni interdiction de principe, ni acte délégué envisagé pour en interdire la commercialisation d'animaux qui en auraient été nourris. Pardon, excusez-moi. Sur un autre sujet, le principe de précaution. L'Europe s'est dotée d'un certain nombre de mesures en matière de sécurité sanitaire et phytosanitaire qui pourraient pâtir de l'offensive qui a été lancée par 16 pays auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et parmi ces 16 pays, il y a le Canada. Nous craignons que cette divergence sur ce qu'est le principe de précaution ne nuise effectivement à l'avenir et que ce soit l'objet d'une contestation des normes. Enfin, dernier élément, sur les services publics, car on parle beaucoup d'agriculture, mais je voudrais parler aussi des services publics. Le CETA prévoit une liste négative et non positive, et certains peuvent craindre, et j'en fais partie, que la libéralisation de ces services soit la règle et non plus l'exception, et j'aimerais aussi que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Merci. Juste un tout petit mot. Michel, c'était simplement pour redire à mon collègue et ami Martial Bourquin qu'il fallait surtout pas, y compris dans ce genre de débat, mettre d'un côté une agriculture paysanne et une autre agriculture. Je rappelle qu'en effet, mon ami Jean-Charles Arnaud est content de vendre du comté et que ceux qui fabriquent du comté, ceux qui vendent le lait à Jean-Charles Arnaud, enfin pas à Jean-Charles, mais aux coopératives qui transforment le lait, sont payés 500 € de la tonne. Bien. Madame l'ambassadrice. À vous. Voilà. On ne va pas faire le débat sur l'agriculture paysanne. Allez, voilà. Alors, je vais tenter de répondre en rafale à vos questions. J'ai plusieurs de mes collègues, collaborateurs avec moi, et ce que je vous propose également, c'est de vous répondre oralement, mais de vous faire suivre un document écrit avec tous les détails si jamais je contourne ou que je ne réponds pas correctement ou complètement à toutes vos questions. Alors, premièrement, j'ai le goût de commencer par sénateur Duplon. Lorsque ce que vaut un petit déjeuner avec l'ambassadrice du Canada, quand vous dites la majorité actuelle que vous voulez prendre position versus la majorité actuelle, je veux vous rappeler à vous et je veux nous rappeler à tous et chacune, et j'en ai fait écho dans mon discours, que ce n'est pas la majorité actuelle qui a proposé ces négociations, ce n'est pas non plus la même majorité qui a négocié cette entente, et ce n'est pas la même majorité qui en propose la ratification. De là où... Non, mais j'ai dit qu'il y avait beaucoup de pères et de mères du CETA en France, mais j'ajouterais qu'il y a plusieurs familles également, pour ne pas dire plusieurs familles politiques, qui ont publiquement donné leur appui à ce traité. Vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais je sentais le besoin et la volonté de vous l'exprimer. Ensuite, lorsque vous dites que le modèle, notre modèle de production n'est pas le modèle français, on ne vous impose pas dans le traité notre modèle canadien.
Il y a dans ce traité des règles extrêmement claires et strictes sur les normes à respecter lorsqu'on entre dans votre pays, et l'inverse est aussi vrai lorsque vos produits et services entrent au Canada. Et le CETA ne fait disparaître aucune de ces règles, ni aucune de ces obligations. Le meilleur exemple, c'est la production bovine. Au Canada, nous avons décidé, suite à un débat musclé et passionné, que les producteurs bovins pouvaient continuer à élever avec hormones. Alors, c'est interdit en Europe, voire en France. Donc, la très grande majorité de notre production, elle est interdite. Au revoir, Monsieur le Sénateur. Elle est interdite, cette viande aux hormones. Alors, je n'accepte pas qu'on dise qu'on vous impose notre modèle. C'est-à-dire qu'on accepte le commerce entre les deux pays selon nos normes et respectant nos normes des deux côtés. Parce qu'on parle beaucoup des normes françaises, mais vous pouvez vous imaginer qu'on a également nos normes. D'ailleurs, sur le respect des normes, Madame la Présidente, et vous avez été quelques-uns à le mentionner, je ne me ferai pas celle qui vous expliquera ou qui vous aidera à gagner ou regagner confiance dans vos normes françaises. Ce n'est pas à moi de jouer ce rôle. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a double respect de normes. Quand nos produits canadiens quittent notre pays, nos normes sont respectées avec des mesures du talent et des organisations hautement reconnues pour respecter les normes pour que le pays qui reçoit nos produits, qu'on respecte les règles. Après, je vais vous laisser trouver les bonnes personnes pour vous redonner confiance dans vos propres institutions et les normes. Il y a aussi un commentaire qui a été fait sur le fait qu'il fallait que j'aille à la rencontre de syndicats bovins, que j'aille voir le milieu agricole, que je visite. Je dois vous dire que j'ai été 2 ans sur le terrain français à parler du CETA et j'ai été bien seule. Je l'ai fait avec passion et parce que c'est mon rôle, mais je peux vous dire que j'ai été très seule à parler du CETA. Deuxièmement, je veux également vous dire que si vous reconnaissez tous et toutes que le Canada est un pays ami, je n'ai pas beaucoup entendu la défense des propos qui ont abîmé mon pays cet été et qui étaient focusés sur l'agriculture. Alors, est-ce que ça a servi certains groupes qui sont totalement contre, mais pas nécessairement en raison de l'agriculture, mais je veux qu'on s'entende sur le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de défenseurs positifs, soit sur le Canada ou sur le CETA. Et ça, d'ailleurs, je l'ai dit au gouvernement, que je me sentais bien seule à faire la promotion de cette entente. Et les fiches que vous avez reçues ou que vous êtes à la veille de découvrir dans vos bureaux, certains me disent que ces informations, c'est presque une responsabilité ou que j'empiéterais un peu sur la responsabilité du gouvernement français à vous donner ces informations, mais nous, on le fait avec grand plaisir. Maintenant, les entreprises bien silencieuses, chers sénateurs, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai fait appel aux entreprises françaises et canadiennes pour qu'on entende leur voix. Et malheureusement, je me bute à un mur où les entreprises ne veulent pas embarquer dans ce débat pour différentes bonnes et moins bonnes raisons. Je dis moins bonnes sans trop les connaître. C'est quand même une réalité qu'on voit également au Canada. De là aussi où on a produit ces fiches pour laisser
laisser les contre-vérités de côté et ramener les vraies informations. Et je veux vous dire que les mêmes fiches que vous avez reçues ont été également transmises hier à tous les médias régionaux pour qu'on puisse les saisir des informations vraies. Maintenant, sur les professions réglementées, il y a justement dans l'entente, dans l'accord négocié, un cadre qui permet la reconnaissance des qualifications et par contre, il revient à chacune des professions de mener les négociations. Donc, les négociations se font de profession en profession. J'ajouterai aussi que ce secteur est une responsabilité provinciale au Canada. Donc, beaucoup de négociations se fait province par province, profession par profession. Le Québec, la province de Québec est probablement la province la plus avancée sur ce front parce que à l'époque, lorsque Jean Charest était premier ministre, c'était une réelle volonté, entre autres, avec le président Sarkozy, de faire avancer ce dossier. Donc, au Québec, un peu plus avancé sur ce dossier qu'ailleurs au pays, mais je vous rappelle, et on vous enverra le libellé correct, mais la dynamique doit se négocier de profession à profession, mais dans le CETA, on facilite, voire on propulse que ces négociations se tiennent. Secteur laitier. Secteur laitier, vous savez, j'ai mentionné dans mon discours que depuis le CETA, les vins français ont repris la pole position. Les vins américains avaient pris la pole position depuis quelques années au Canada. Avec le CETA, vous êtes revenu la cote et on boit votre vin et on adore votre fromage. Et je veux également vous dire que votre fromage, depuis la dernière année, a repris la cote et la pole position avec le 6200 tonnes aidant. Le secteur laitier canadien, parce que certains d'entre vous m'avaient posé des questions sur la réaction en sol canadien sur le CETA. Je vais vous dire que tous ces débats ont eu lieu au Canada il y a quelques années, j'allais dire plusieurs années, mais il y a quelques années, et ces débats ont eu lieu avant les négociations. Donc, j'entends vos propos et vos commentaires où vous avez le goût de me dire que vous auriez apprécié que ça se fasse de la même façon en France, mais là, je ne vais pas commenter votre système français ni européen. Il y a eu des craintes, et vrai, le secteur laitier s'est senti un peu fragilisé. Ça ne s'est pas trop matérialisé dans les chiffres, mais je veux vous dire également qu'en renégociant l'entente de libre-échange avec les États-Unis, parce que dans la renégociation, le secteur laitier s'est senti un peu désavantagé, le gouvernement canadien a déployé et déposé un programme d'aide spécifique pour venir en aide au secteur laitier. Et j'en ai parlé avec vous, Madame la Présidente, je ne veux pas du tout m'ingérer dans vos façons de faire, et je sais que vous avez des règles différentes, mais si ce n'est pas contre le commerce international que vous en avez en votant contre le CETA, mais plutôt un vote pour lancer un message que votre secteur agricole souffre, puis-je vous suggérer de ne pas nécessairement rejeter le Canada du revers de la main pour servir le secteur agricole, mais peut-être servir au gouvernement avec votre vote des recommandations à la hauteur de la sagesse et de l'ADN du Sénat qu'on vous reconnaît, soit peut-être des recommandations pour des actions précises, non pas pour venir pallier aux pertes possibles du secteur agricole en raison du CETA, je vous ai démontré avec chiffres à l'appui, mais peut-être pour une réforme ou une modernisation. Là, vraiment, je m'avance sur votre territoire et je sors peut-être de mes responsabilités, mais quand même, je tenais à vous le mentionner parce que aussi nous avons eu cette conversation, Madame la Présidente. Le Mercosur, je ne peux rien faire contre ou pour le Mercosur. Et je ne serai jamais ambassadrice de l'un de ces pays. Il faut faire une différence entre le Mercosur et le CETA.
Et si vous exigez des normes bien précises et vous avez des exigences bien précises au CETA, je vous invite d'avoir la même posture pour le Mercosur. Mais ce n'est pas parce que vous votez en faveur du CETA que vous allez voter nécessairement en faveur du Mercosur. Normes sanitaires, j'en ai parlé. Secteur laitier, j'en ai parlé. Marché public, on va vous sortir des chiffres. C'est extrêmement difficile de vous sortir des chiffres pointus par rapport au PIB, mais on va vous revenir avec un document précis. C'est quand même assez lent, les développements dans ce secteur, mais je peux vous dire qu'il y a des sociétés françaises qui multiplient leurs actions sur les marchés publics et qui ont de plus en plus de succès. J'aimerais, je ne sais pas s'il faut que je conclue parce que je pourrais continuer longtemps, s'il n'y a pas ratification ou non ratification. Moi, ce que je vous dis d'abord et avant tout, c'est que si jamais vous vous dites au Sénat, on va voter contre, de toute façon, ça va retourner à l'Assemblée nationale, je mettrai un bémol sur le signal que vous allez envoyer et à qui vous allez envoyer. Vous allez probablement envoyer un signal au gouvernement, mais vous allez envoyer un signal également à notre pays et un signal à caractère géopolitique et pas nécessairement seulement au niveau commercial. Et je vous l'ai dit dans mon discours, la liste des pays alignés fond comme neige au soleil. Expression très canadienne et hivernale. Donc, je veux vous laisser avec cette réflexion. Maintenant, ce que l'Union européenne fera avec un vote contre, ou si jamais il devait avoir un vote contre, je ne suis pas du tout l'experte pour vous répondre, mais ce serait une sapré-gifle s'il fallait que le premier vote contre vienne de la France. Je vous le dis. Alors, est-ce qu'il y a un terrain où on peut continuer à réfléchir et que vous pouvez amener votre réflexion et utiliser votre réflexion et votre sagesse pour faire correctement avancer le dossier? Donc, j'ai le goût de vous dire que, et farine animale, au Canada, nous ne nourrissons pas nos ruminants avec des ruminants. Donc, où vous avez vu le décalage cet été, c'est l'utilisation de l'expression farine animale en ne parlant pas nécessairement de la même chose. Et nous suivons les règles en place de l'Union européenne sur les farines animales. Nous ne nourrissons pas nos ruminants avec des ruminants. Et voilà, vous avez pu suivre l'audition d'Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France. Une audition, vous l'avez vu, consacrée au CETA, l'accord commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les sujets et les articles de la rédaction sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une excellente journée. Un virus inconnu potentiellement mortel, de quoi véhiculer un vent de panique mondiale sur les réseaux sociaux, fake news, contre-information. Quel est le match du buzz sur le coronavirus? Hashtag amenez l'enquête. Hashtag demain à 23h sur Public Sénat.